Maurice Maurice Robert Maurice Où es-tu, Maurice? Est-ce que tu m'entends, Robert? Mais Je que ne se te vois passe-t-il? pas. J'entends ta douce voix, mais je ne te vois pas. Attends, j'essaie de tâtonner, je m'approche. Attends, c'est un truc tout dur. Ah non, touche pas ici. Ah C'est ton levier Pour investir. pour longue. C'est Oui, c'est ça. mon levier de vitesse. Hein. Tu fais des futures. Ah, c'est bon, la lumière revient. Nous sommes là, nous sommes connectés. L'enregistrement est lancé. Les actifs sont présents pour écouter notre émission. Et donc, je te retrouve, cher ami, pour un nouvel épisode du podcast éponyme du régime des actifs. Et un nouvel épisode très important car nous avons eu un flux de nouveaux auditeurs récemment. Et afin de les satisfaire, on va faire l'effort de ne pas sortir trop tard cet épisode. Oui, nous nous engageons fermement à finir cet enregistrement, le montage et la miniature dans la semaine. Nous sommes le 24 mars. Oui, là, ne soyons pas trop optimistes non plus. Hein. Ici, on est le régime des actifs, mais on est quand même le régime des actifs débordés. Le régime des branleurs. Régime des branleurs, et à plus forte raison qu'aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission qu'on aurait dû tourner il y a déjà un petit moment. Il ne s'agit pas de l'émission sur les dividendes, mais il s'agit de la foire aux questions. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la foire aux questions, mon cher Maurice ? C'est la deuxième FAQ que nous lançons. Donc, nous avons sondé les abysses et les méandres de Twitter et du canal Telegram que je vous invite d'ores et déjà à rejoindre pour trouver les meilleures questions de nos amis, de nos abonnés. Donc, on nous a posé la question de nous poser des questions. Et nous avons recueilli ces questions. Il y en a beaucoup, hein, quand même. Nous avons compilé. Alors, est-ce que l'on fait l'annonce du plan en annonçant les questions ou on les révèle au fil de l'eau? Alors, moi, je préfère ne pas annoncer le plan, comme ça, si on se rend compte que l'épisode est long, ça nous fera des questions en plus pour de futurs épisodes. Oui, des questions en moins. Voilà, et comme ça, les petits chenapans que vous êtes, vous resterez pendus à nos lèvres pour connaître la question suivante à chaque fois. Ouais, ou vous regarderez les timecodes, hein, tout simplement, sur YouTube. On ne triche pas. Eh bien, écoute, si tu veux, nous pouvons mettre les pieds dans le plat, les pieds à l'étrier, tout de suite, en engageant la première question. Attends, là, ton pied sur mon levier de vitesse. Ah, mince, je le disais bien. Très bien. Alors la première question, est-ce que je te laisse l'honneur de la révéler? Oui. Si je retrouve la liste sur notre conversation, je la retrouve à l'instant. Ah, génial. Donc la première question que vous nous avez posée, par contre je ne sais pas qui l'a posée, donc celui qui l'a posée, il mettra un commentaire, c'est comment convaincre ses proches? Comment convaincre ses proches? Il n'y a pas de précision, c'est aussi large que ça. Oui, mais je pense que la question, c'est de manière générale, quand on a certaines idées, je pense notamment des idées qui doivent être d'ordre politique. Les gens qui nous écoutent en général, c'est un peu ça, et c'est surtout la question des impôts ou les retraites ou que sais-je. Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de venir sur les positions qu'on défend soi-même? Comment les convaincre d'écouter le régime des actifs. Et après, sinon, ça pourrait être tout simplement, je sais pas, comment les convaincre de commencer à investir en utilisant le lien de parrainage du régime des actifs de Giraud dans la description. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris au début, c'était comment les convaincre à investir. Mais non, qu'on part sur cette large notion de l'art de convaincre les gens et donc ses proches. Donc, je te laisse la parole, cher ami. J'ai posé la question, à toi de me donner ta réponse. Alors, moi, j'aimerais répondre par une question. Mon cher Maurice, t'est-il déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu avais des idées qui t'étaient chères, des idées que tu pensais vraies, justes ou bonnes, et t'as cherché à convaincre des gens de ces idées, de la pertinence de ces idées? Parce que moi, ça m'est arrivé à de multiples reprises. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats avec des proches. De là, les convaincre, pas sûr. Et d'ailleurs, si on élargit aux amis, enfin voilà, disons les proches et amis, enfin famille et amis,
Moi, j'ai fait le choix de ne plus essayer de convaincre. C'est une réponse défaitiste, mais par le passé, notamment en parlant en politique, à des dîners ou autres, je me suis rendu compte, en fait, que ça faisait plus de mal que de bien. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si je me prêtais à l'exercice, ça serait différent parce que je suis un peu plus modéré qu'autrefois. Et je pense que je pourrais, nuancer mes propos, arrondir les angles, éviter certaines thématiques. Mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Et parfois, ça a même carrément été un désastre. Et donc, depuis, j'évite. Après, souvent, faut partir des faits. Prenons le sujet des retraites. L'autre jour, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé et je lui ai dit, chère grand-mère, il y a mon ancien patron qui m'a appelé pour me proposer de me réembaucher. Et je lui ai dit mon plan. Je lui ai dit, voilà, mon plan, c'est de lui proposer de m'embaucher en tant que freelance et de me verser mon super brut en lui proposant un super brut plus faible qui théoriquement serait nettement plus élevé que mon net actuel de salarié. Et donc, empocher la différence et tout le monde était content. Tu vois, super deal. Le patron, il paye moins, moi, je gagne plus. Et elle m'a dit, oula, mais comment vas-tu faire pour cotiser pour ta retraite ? Et je lui ai dit, mais de toute façon, je n'aurai pas de retraite. et donc, la plus-value, je l'investis moi-même et je te garantis que je me porterai bien mieux qu'avec les viles cotisations qui financent ta retraite, chère grand-mère. Et elle a commencé à dire, mais n'importe quoi, tu auras une retraite, c'est sûr, nanana. Et en fait, j'ai aligné argument sur argument en mode, la démographie fait que ça sera pas forcément le cas, le fait que l'État soit ruiné non plus, et tatati et tatata. Bon, à la fin, elle a compris qu'elle perdait, elle a fait, ok, bon, on passe à autre chose. Et, je sais pas si je l'ai convaincu, mais... Je pense pas que tu l'aies convaincu, je pense juste que tu as été un meilleur débatteur, un meilleur rhéteur, mais moi, je vais aller exactement dans ton sens. Je pense que c'est un peu une illusion de penser qu'on peut convaincre les gens. En fait, déjà, au-delà de savoir si on a raison ou pas, faut essayer de se projeter sur l'état d'esprit qu'il faut pour accepter d'être convaincu sur un sujet. D'ailleurs, je suis pas sûr que nous-mêmes soyons toujours dans un état d'esprit prêt à entendre des nouvelles choses et à se laisser convaincre ou à remettre en question nos propres convictions. Je pense qu'il faut être vraiment d'une très grande ouverture d'esprit. Il faut être dans des bonnes dispositions. Et pour y arriver, pour réussir à convaincre quelqu'un, c'est fatigant. Et je pense qu'en fait, la plupart des gens, quand tu leur parles de sujets donnés, ils sont toujours en pilote automatique. Ils ont une idée préfabriquée sur le sujet et tu vas pas les faire changer d'avis sur le sujet. Parfois même ils pourront, quand c'est des sujets qui sont graves ou quand c'est des sujets clivants, ils pourront s'énerver, ils pourront être très touchés, même si c'est pas des sujets qu'ils maîtrisent. Faut accepter ça. Et il faut aussi accepter que les gens, de même qui sont en pilote automatique, changent d'idée sans forcément trop s'en rendre compte. Je pense que dans les idées qu'on a, il y a un lien qui est très fort avec nos conditions. Par exemple, quand on est, je sais pas, au lycée ou dans les études, on n'a pas d'argent, on n'a pas vraiment de pouvoir, on est très idéaliste, on voit pas du tout la même chose que quand on commence à payer des impôts, qu'on travaille. On n'a pas le même rapport à la fiscalité. Et pareil quand on a des enfants, c'est pas pareil de jouer les fanfarons prêts à faire la guerre quand on est jeune et plein d'énergie, plein de fougue, et quand on a des gosses et qu'on se dit que ces gosses pourraient finir sur le champ de bataille. Et donc moi je pense que ça sert à rien de convaincre les gens. En tout cas, il y a que très peu de gens qu'on peut convaincre et avec qui on peut discuter. Donc ces gens-là, faut profiter d'être avec eux et de pouvoir discuter avec eux et accepter aussi de se laisser convaincre. Mais la plupart du temps, c'est juste fatigant. Et il faut accepter que les gens
vont adopter des prises de position qui sont rationnelles avec l'âge, avec la maturité, et ils vont même pas s'en rendre compte, tout simplement parce que en fait, on n'a pas le physique de nos idées, mais on a les idées de nos physiques. C'est-à-dire, on a des idées qui permettent de justifier ou d'expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que tu es sûr du fait que, avec l'âge, on prenne de la sagesse et du recul? J'ose espérer. En tout cas, sur le sujet de la fiscalité, j'ai l'impression que c'est ça. Ah bah, nos chers boomers ont pris du recul, hein. Ils ne changeront pas le système actuel, ça c'est sûr. Oui, on les a convaincus. Et je pense qu'il y a d'autres sujets. Tu vois, par exemple, un sujet aussi clivant que l'immigration, dans les deux sens, c'est un sujet sur lequel les gens deviennent plus modérés et plus nuancés avec l'âge. Mm-hmm. Enfin, bon, bien sûr, tu vois, tu pourras me trouver des exemples à droite à gauche de gens qui vont être extrêmes dans un cas ou dans l'autre, mais je pense que quand t'as des enfants, quand tu travailles, quand t'as interagi avec le quotidien, tu n'as pas le même rapport aux choses et au monde que quand t'es un jeune idéaliste. Oui, après la question qu'on nous a posée est peut-être un peu plus compliquée qu'on y pense parce qu'il s'agit de convaincre ses proches. Et j'ai envie de dire, pourquoi faire ? C'est, franchement, pour t'embrouiller avec eux. Pensez-y, ces moments où juste pour fanfaronner, pour avoir raison, vous allez mettre hors de soi un de vos parents, un de vos proches que vous appréciez. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Mm-hmm. Autant éviter ce genre de sujet. Vous n'êtes pas bien après l'avoir fait, ils sont pas bien eux non plus. La famille, c'est pas forcément le lieu pour ça. Alors peut-être, tu vois, entre frères et sœurs, à la limite, bon, mais vraiment, faut éviter. Et convaincre à un échelon plus large, cher Robert, par exemple un homme politique qui va sur un plateau, est-ce que lui, il convainc ou il essaie de persuader les gens ? Alors, déjà, faut établir, je pense, la différence entre convaincre et persuader. Persuader, c'est par le biais des émotions, en fait, par le biais de la raison. Il y en a un qui cherche à te faire bouger, et il y a l'autre qui cherche à qui te galvanise et qui cherche à te faire bouger. Il y en a un autre qui cherche à te faire changer de position. Bon, moi je pense que les politiciens, ils ont pas tendance tant que ça à faire changer les idées des gens. Je pense que les idées des gens existent, que les politiciens confortent dans l'idée. Les politiciens voient les idées, voient leur répartition. Je sais pas, ils voient que y a mettons 30% de gens qui veulent de la redistribution, enfin qui aiment surtout ça, 40% de gens qui aimeraient moins d'impôts, 20% de gens qui veulent moins d'immigration, etc. Et puis ensuite les politiciens vont se positionner pour répondre à la demande. À la demande, exactement. Et en fait, ce que les hommes politiques font, je pense, c'est plus chercher à faire venir à eux des gens, des gens dont ils défendent les idées, en leur disant que oui, moi je suis là pour défendre les idées auxquelles tu tiens, plus qu'essayer de changer les idées des gens. Oui. C'est le fait de perpétuellement prêcher des convaincus, en fait. Oui, bah après c'est un marché, quoi. C'est normal d'adresser l'offre et la demande. Ouais. D'ailleurs, moi je suis complètement à la ramasse sur les derniers sujets politiques parce que je n'ai plus Twitter, donc je ne sais pas ce qui se passe. La seule actu que j'ai vu passer, c'était je sais pas, une embrouille avec LFI qui avait fait une affiche d'Hanouna ou une connerie comme ça. Et j'avais vu l'affiche et je n'avais pas été choqué. Ouais, je trouve qu'elle ressemblait quand même à certaines caricatures. Je t'avais envoyé oui, d'ailleurs mais la caricature en question. Est-ce que c'est de leur faute ou juste le gars est comme ça, quoi? Ouais, bah, tu sais, je pense que c'est Est-ce que c'était habituel. voulu?
Non, je pense pas que c'était voulu. Je pense pas que c'était voulu. C'était une affiche qui était maladroite. Mais bon, tu vois, ça fait partie de ces sujets sur lesquels une interprétation prime sur l'intention ou sur la réalité. Et bon, de toute façon, c'est même cela je sais ne pas, nous regarde cette pas. polémique ou pas, manifestation ou pas, je trouve que c'est un peu des sujets secondaires et ridicules. Ah oui, dans 3 mois, on a oublié. On sera passé au prochain scandale, et ainsi de suite. Bon, alors, cher ami, peut-on passer à la prochaine question? Alors oui, justement, moi j'allais te proposer de passer à la prochaine question. Et la prochaine question, c'est une suite de questions qui sont un peu longues sur un sujet qu'on aime beaucoup, qui est l'investissement. Et donc je voulais te poser la question de est-ce qu'on commence direct en rentrant dans le vif du sujet, l'investissement, tout le monde bave, tout le monde attend ça, ou est-ce qu'on fait une petite question légère juste avant? Non, moi je dirais qu'on rentre dans l'investissement, comme ça c'est fait, et on laissera. Ah. Au pire, on peut faire un investissement, un léger, un investissement, un léger. Bon, on verra. Très bien. Ah oui, ben en soi les questions se prêtent bien à être découpées. Alors la première question dans la section investissement, parce que vous savez que c'est un sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse, hein, vous êtes beaucoup là pour ça. C'est une question d'un membre du canal Telegram qui nous demande quels sont les meilleurs ETF pour faire un DCA. DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire en fait mettre une somme d'argent fixe tous les mois afin de moyenner son prix d'achat. Yes. Alors, DCA qui peut se faire pour 2 raisons. Une, pour lisser le risque, et l'autre, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément de grosses sommes à miser d'un coup. Et donc, la question, c'est quel est le meilleur ETF pour DCA? Oh, les meilleurs ETF pour DCA. Les meilleurs ETF. Alors déjà, pas de conseils en investissement. Alors, déjà, effectivement, pas de conseils en investissement. Parenthèse fermée. Première chose que j'ai à vous dire, allez écouter l'épisode du régime des actifs dédié aux ETF. Qu'est-ce que c'est que cette question de mauvais auditeur qui n'est pas allé plonger dans les vieilles saisons? On a fait un épisode entier sur le sujet en se fondant sur un bouquin très simple à lire et franchement hyper intéressant, dont le nom m'échappe, cher ami, mais qui a été écrit par Monsieur Petit. Si oui, c'était piloter et gérer un portefeuille d'ETF. Un portefeuille d'ETF, d'Edouard Petit. Alors moi, je vais répondre en étant assez succinct. La première chose quand on sélectionne un ETF, c'est de choisir un ETF donc, qui imite un indice qui est performant. Donc un indice qui est performant, ça peut être par exemple un indice monde ou un indice Amérique. C'est un indice. Par performance, t'entends empiriquement? Empiriquement, on a de bonnes raisons de penser qu'il va continuer de délivrer des bonnes performances annuelles. Je pense qu'il faut aussi que l'indice soit diversifié. C'est-à-dire qu'il y ait quand même un certain nombre de positions à l'intérieur. C'est pour ça que le SP500 ou l'indice monde sont pas mal. Et une fois qu'on a choisi les indices qui nous plaisent, eh bien trouver le bon ETF qui permet d'investir dedans. Et là, il y a des sites très bien comme Just ETF qui permettent de trouver des ETF. Et ce qu'il faut regarder, c'est principalement les frais de gestion, est-ce que ça donne des dividendes ou pas, et éventuellement la taille du fonds, parce que en général plus le fonds est grand, moins on risque de payer des frais. Et là il y a plein de fournisseurs d'ETF qui sont très bien, il y a Vanguard, il y a BlackRock, il y a Amundi, donc c'est vraiment pour moi ce qu'il faut faire. Et alors si tu prends les 2 exemples que tu as cités, donc un ETF sur l'indice S&P 500 qui est donc les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, et l'indice monde, lequel préférer en sachant que, en fin de compte, il se retranche énormément? Bah, pour moi, ça dépend un peu du profil, encore une fois. C'est-à-dire que l'indice monde, ça reste l'indice le plus diversifié des deux. Il contient, je crois, 1500 ou 1600 positions différentes. Donc, principalement l'Amérique du Nord, hein, qui compte pour quelque chose comme 70% de l'indice. Et on va lui ajouter ensuite l'Europe et le Japon.
Mais ces pondérations géographiques sont amenées à évoluer en fonction du développement économique de chacune de ces zones. Et je pense que, tu vois, typiquement, c'est le genre d'indice que je conseillerais à quelqu'un qui connaît pas du tout l'investissement et qui a pas envie de s'y intéresser. Il prend son PEA, il fait son DCA sur un indice monde et il se pose pas de questions. Après, je suis sûr qu'il nous surperformerait. Il performerait très bien. Et par contre, si je suis quelqu'un comme si après je te réponds en tant que Robert le Tigre, moi je préfère le SP500 tout simplement parce que j'ai la conviction que les États-Unis vont rester la zone dominante et que donc c'est mieux de mettre ses billes sur les États-Unis que sur une autre région du monde. Mais ça c'est ma conviction et quelqu'un qui n'a pas forcément cette conviction ou qui n'a pas envie d'avoir une conviction, il reste il devrait mieux aller, je pense, sur un indice monde. Mais d'ailleurs, j'en profite pour répondre que sur mon profil X, j'ai un fil qui est dédié à quelques ETF que je trouve sympa. Et parmi ces ETF, vous pourrez trouver des exemples d'ETF SP500, mais il y a aussi des ETF monde. Il y a même un ETF All World, si je ne me trompe pas, qui va au-delà des zones développées et qui intègre aussi des zones comme les pays émergents, la Chine, etc. Je t'aurais pas me dit. Très bien. Eh ben, écoute, rebondissons cette fois sur une question plus légère. Qu'en penses-tu ? Que penses-tu de Galancir ? Ah, Galancir. On mettra certainement un extrait au montage. Attendez, monsieur Macron, pardon, je vous interromps, mais c'est juste pour vous dire, je suis à 1000% d'accord avec vous. On ne peut pas forecaster l'économie française sans onboarder son background culturel. C'est que comme ça qu'on va pouvoir opérer ce switch disruptif. Et on est une startup nation. On se doit de leverager nos assets langagiers. C'est ce qui va rendre sécure l'économie et la premiumité du pays. Ah mais oui, mais on a atteint un énorme climax avec la cérémonie des JO. Il faut traduire ça maintenant en KPI scalable. Ok. Fair enough. Écoutez, ça part en brainstorm ASAP, et je vous forward le draft, avec votre team en CC. Pas très rigolo. Ça fait beaucoup rire. Quand j'ai commencé à bosser dans le conseil, j'ai vu de mes propres yeux les imitations et les métamorphoses de Galancir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter le personnage, parce que c'est une chaîne, c'est un compte Instagram ou TikTok ou les deux d'un monsieur qui en fait se filme et crée des scénarios avec des différents personnages qu'il joue lui-même grâce à des filtres Snapchat qui ont vocation à parodier, mimer et moquer le monde du travail, mais pas que. Il y a aussi des classes sociales qui sont représentées. Donc vous avez le salarié en conseil, le manager du salarié, vous avez le boomer, vous avez le salarié réduit en esclavage, et ainsi de suite. Ouais, on a plein d'archétypes différents. On a le manager impitoyable, effectivement. On a le stagiaire, l'agent immobilier. Et il y a souvent des dialogues magnifiés par le franglais. On retrouve les plus beaux termes de cette langue de bois. Et c'est là où vraiment je me suis tapé d'immenses barres parce que j'ai retrouvé ces mêmes termes dans ma boîte. Et quand je suis tombé dessus, j'ai explosé de rire. Notamment le fait de leverager les KPIs. Ça, je l'ai prise en photo et je l'ai conservé précieusement. Les MOA, les KE. En fait, c'est vraiment du pipotronique. Ah oui, c'était leverager les KE, oui, pardon. Leverager les KE, ouais. Ouais, préparons le MVP, on va faire un POC, on va brainstormer. Enfin, c'est vraiment génial parce que on connaît tous et on rit tous un peu de espèce de langue farfelue, de novlangue qu'il y a en entreprise avec plein de mots qui veulent tout et rien dire. Mais là, par contre, Galancir est particulièrement pertinent pour souligner l'absurdité de cette culture bizarre qu'est la culture dans le monde corporate et particulièrement dans les grandes boîtes et dans les boîtes du conseil. Mais alors, moi j'ai une révélation à faire sur Galancir. Est-ce que tu savais que Galancir était
Comment on appelle ça? Un anagramme. Oui, l'anagramme du gars à la radio, là. Oui, de laganerie. Parce que c'est son cousin ou quelque chose comme ça. C'est ça. C'est Oui, le cousin du sociologue de laganerie, qui est aussi un humoriste de talent. Hein. Mais le franglais est un fléau qui parfois m'accable, car moi-même, je me prends à écorcher la langue de Molière en me rabaissant à ce vil franglais, mais je tente au quotidien d'évangéliser mes collègues en me moquant un peu d'eux lorsqu'ils m'envoient un email, un courriel, cher ami, pardon, un courriel, ou un message sur... Où ils disent « Hello ». Ouais, voilà, où ils m'envoient des messages comme ça, et à chaque fois, je réponds avec la traduction et un petit astérix pour signifier qu'ils se sont trompés. En disant, voulais-tu dire salut? Genre de Salut. truc. On se marre bien. Il y a la tempête Mais tu de fais bien, cerveau. tu fais bien. Il y a Oui, l'idéation. Aussi la planification d'accélération. l'appel pour le call. Ah oui, l'appel, la réunion. Et le retour pour le feedback. Le compte-rendu pour le reporting. Mais alors d'ailleurs, pour moi, ça devient un peu compliqué d'utiliser des mots français. Bon, alors déjà, j'ai beaucoup de collègues enfin beaucoup, quand même moins qu'avant, qui ne parlent pas français. Et moi, je travaille dans un monde où il y a plein de termes, c'est à peine si je les connais en français, quoi. Je les connais en général en anglais. Et donc c'est le cas du coup de l'informatique, mais aussi en partie de la finance de marché, dans lequel il y a beaucoup de termes en fait que je n'ai juste pas appris en français et qui sont pas usuels. Je crois que par exemple t'as un truc tout bête comme un trader, je me souviens plus du mot en français. Courtier. Non, c'est encore autre chose. Un intermédiaire. Non, il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Ouais, bon. Mon cher Robert, le terme français pour dire trader est opérateur de marché, cas général ou cambiste, lorsqu'on traite des devises. Un boursicoteur. Bref. Enfin bref, il y a un mot spécifique, mais qui est assez peu connu et qui est connu que par espèce de boomer de la Société Générale ou de la BNP. Je ferai l'effort de le noter. Moi, mon préféré, c'est, pour traduire cowboy du Far West, c'est garçon vaché de l'Ouest lointain. Mais bon, on le trouve plus difficilement au bureau. Bon, après, sinon, tu peux parler d'investissement et tu peux parler du marché taurin ou du marché oursier. Hibernal. Si ce mot existe, je pense pas. Alors, passons à la prochaine question. Alors, je te propose de revenir dans l'investissement avec une question qui est assez costaude. Dans l'investissement. Et c'était donc la question de savoir comment débuter en analyse fondamentale. Comment débuter l'analyse fondamentale. Alors déjà, ça, c'est une question, je tiens à le préciser, qui nous a été posée par plusieurs de nos abonnés. Alors déjà par le T, mais aussi par le Marquis, qui est venu nous poser exactement la même question. Le Marquis John. Exactement. Ah oui, qui depuis est devenu le Marquis. Alors déjà, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Alors l'analyse fondamentale, on peut dire que c'est le fait de s'intéresser aux données fondamentales d'un secteur, et là en l'occurrence c'est dans l'investissement, et faire de l'analyse fondamentale, c'est principalement en fait analyser tout simplement une entreprise et être en mesure d'interpréter ses résultats comme d'interpréter des niveaux qui sont un peu plus qualitatifs, je sais pas, la qualité du business, le management, etc. Et donc moi je pense que dans ce domaine-là il y a deux aspects. Donc comme je disais, il y a l'aspect quantitatif. Comment est-ce que je fais pour analyser une entreprise et être capable de savoir si elle est en bonne santé financière? Et alors là, pour trouver ce genre de données, ça se trouve sur des sites comme Yahoo Finance ou Zone Bourse. Mais savoir entre guillemets comment les interpréter, c'est beaucoup une question d'expérience. Et là moi je pense que
pour savoir quelles sont les bonnes qualités fondamentales quantitatives, je pense que vous pouvez écouter notre excellente émission sur The Intelligent Quality Growth Investor. Et donc, si je dois résumer, ce qui est important, c'est d'avoir une croissance régulière et d'avoir des bonnes marges avec pas trop de dettes. Est-ce que jusque-là, ça te va, mon cher Maurice ? Ouais, je plus sois. Et de deux, il y a une analyse qui est un peu moins quantitative et qui est une analyse un peu plus qualitative et qui demande d'être en mesure d'apprécier si une entreprise est en bonne santé, si l'entreprise aujourd'hui est meilleure qu'elle ne l'était hier, et si elle a un avantage par rapport à ses concurrents. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses à regarder. Il y a l'avantage concurrentiel. Qu'est-ce que cette entreprise propose de mieux que ses concurrents ? Pourquoi est-ce que des gens viennent acheter les produits ? Et donc là, en fait, c'est essayer de raconter une histoire, être en mesure d'expliquer aux gens ce que fait l'entreprise et de construire sa thèse d'investissement. C'est important d'avoir une thèse d'investissement parce que si on ne sait pas pourquoi on investit, il y aura beau avoir des bons fondamentaux, ça sera quand même assez compliqué de tenir le dossier. Et après, faire une petite matrice SWOT. Donc ça, c'est encore une question de Tristan du T qui nous demande qu'est-ce que c'est qu'une matrice SWOT, et alors là, je te laisse expliquer ce qu'est une matrice SWOT. Alors, oui, après je rebondirai sur ce que tu as dit, mais la matrice SWOT, c'est un petit outil assez facile à réaliser et qu'on apprend souvent aux étudiants d'école de commerce. Donc c'est savoir lister le S, c'est-à-dire les forces, les strengths. Le W, c'est les weaknesses, donc les faiblesses. Le O, c'est opportunities, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et le T, c'est le threats, les menaces qui menacent une entreprise. Et en fait, vous devez peser un peu cette matrice, un peu comme un balancier, et essayer de constater si que les strengths et opportunities l'emportent sur les weaknesses and threats. Alors moi, je pense que ce qui est important aussi, alors déjà, qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma matrice ? J'ai fait mon analyse, disons un peu quantitative, où j'ai regardé les niveaux de croissance, les marges, etc., la dette. Déjà, ces données quantitatives, je peux les mettre dans les forces ou dans les faiblesses. Ah tiens, il y a des bonnes marges, mais la croissance est pas très forte. Ensuite, je prends ma belle histoire et je vois ce qu'il y a de bien dans mon histoire et ce qu'il y a de pas bien. Et là, pareil, je le mets dans les forces et dans les faiblesses. Et ensuite, j'essaie de me poser la question de mais qu'est-ce qui pourrait mettre en danger le business ? Ou alors qu'est-ce qui pourrait être une opportunité pour lui ? Par exemple, je sais pas, je suis une entreprise qui est spécialisée dans la vente de parapluies. Le fait qu'il y ait beaucoup de pluie, ça pourrait être potentiellement très bien pour le business. Et je suis un vendeur de chandelles. Je me rends compte que le soleil me met au chômage. Je fais interdire le soleil. Ah oui, l'interdiction du soleil, ça par contre, ça serait une très grande opportunité si vous investissez dans les chandelles. Et ce qu'il faut faire, c'est à mesure du temps, à mesure qu'on a des nouvelles informations qui sortent, telles que des résultats, des annonces, des articles, mettre à jour cette matrice. Et si vous constatez que les cases négatives, que ce soit les faiblesses ou les menaces, commencent à grossir, ou alors à l'inverse que c'est plutôt les cases positives qui grossissent, eh bien vous êtes en mesure d'apprécier qualitativement si l'entreprise s'améliore ou si elle baisse en qualité. Donc pour moi c'est vraiment l'outil le plus utile. Et après, une fois qu'on a parlé d'analyse, qu'on a en mesure d'apprécier quantitativement ou qualitativement une boîte, une action, que sais-je, je pense qu'il y a aussi faire l'effort de regarder la valorisation de l'entreprise, combien elle se paye par rapport à ses bénéfices par exemple, et comparer ça à des pairs du secteur, et en fonction de ça, par exemple un faible prix, ça peut être une opportunité d'achat pour vous,
enfin ça peut être une faiblesse ou une force, je sais pas, Nvidia qui se paye à 200 fois les bénéfices futurs, ben ça c'était un risque de valorisation pour l'investisseur. Et en fonction de la valorisation, choisir d'acheter ou non. Je n'ai pas la prétention d'être un expert de l'analyse fondamentale. J'ai, comme l'a cité Robert, les 2-3 notions qu'on peut retrouver dans la base de la base, qu'on a pu décrire dans l'épisode qu'on a cité. Investir dans la qualité, c'était ça le nom de titre. C'était investir dans la qualité, ouais. Investir dans la qualité, vous le retrouverez. Mais ce que m'a appris l'expérience de ces 3 dernières années, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se fonder uniquement sur d'excellents fondamentaux. C'est un élément à prendre en compte, c'est un élément qu'il faut parfois même privilégier. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de mire. Prenons l'exemple de cette excellente boîte qui était TFF. Tonnelier les frères François. Les frères François, dont mon ami Robert m'avait partagé une vidéo où d'excellents analystes m'ont vendu les louanges des fondamentaux de cette boîte exceptionnelle. Et sur lequel j'ai mis un billet. Et billet qui en fait a été coupé en 2. La boîte est en fait moins 40%, moins 50%. Bon, j'ai pas suivi le dossier parce que c'était un peu une période où je faisais des achats compulsifs. Et après, je les mettais sous une pierre, je regardais plus et je soulevais la pierre de temps en temps pour voir ce qui se passait. Mais oui, TFF, qui à mon avis... alors, j'ai pas du tout... on regardera post-production, mais... Si au doigt mouillé, je dirais qu'ils se sont cassés la gueule parce que peut-être qu'il y a un concurrent qui a débarqué, qui avait une méthode qui a pu grappiller des parts de marché. Le marché ah oui, on l'a pas dit, mais TFF, c'était des tonneaux. Ouais, c'est le numéro 1 de la tonnellerie mondiale. Tonnellerie en bois pour les alcools. Ouais, principalement pour des liqueurs. Développé aux États-Unis et tout. Vous savez comme moi que l'alcool en ce moment se porte mal. Déjà, il y a eu les menaces de tariffs américains. Il y a la Chine qui a donné un coup dur à Pernod Ricard. Donc je pense que toute cette ambiance a plombé définitivement TFF. Donc voilà, c'était pas forcément en se fondant que sur les fondamentaux qu'on aurait pu prédire cet échec. Je sais pas s'il y a un échec, ça faut vraiment regarder le dossier dans le détail et voir si les résultats sont bons. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux et franchement ce que je vois, je le trouve plutôt propre. En tout cas sur les comptes de résultats, c'est plutôt pas mal. Oui, ça l'est, mais le cours a tout de même baissé. Oui, mais après le cours qui baisse, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire une irrationalité du marché, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas forcément en regardant les résultats qu'on peut anticiper une baisse. Oui, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'une baisse n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Quand vous avez quand vous avez un dossier qui est très bien et qui baisse, vous avez aucun problème à recharger le dossier. Enfin, moi, quand je vois, je sais pas, Uber ou Google qui se cassent la gueule, j'ai fait le travail de les analyser. Je trouve que les boîtes sont très bien. Je vois pas d'éléments qui invalident ma thèse d'investissement, donc je remets un énorme billet dessus. Est-ce que c'était le cas aussi pour Kering il y a quelques années ? Alors, Kering, je pense que j'ai vu ma thèse se dégrader. Ce qui a été terrible. Là où pour Google et Uber, elle n'a fait que se renforcer. Mais tu vois, Google, aujourd'hui, son plus gros chiffre d'affaires, c'est le search, n'est-ce pas ? Oui. N'y aurait-il pas des concurrents qui pourraient venir et mettre du plomb dans l'aile alors, oui, de la poule aux œufs d'or ? Là, c'est un bon sujet parce que les inquiétudes sur Google, c'est effectivement que Search, qui est sa principale source de revenus, se fasse concurrencer. Aujourd'hui, on voit que Search se fait concurrencer, mais pourtant Search continue de faire de la croissance à 2 chiffres. Et ce qu'on voit, c'est que Search pèse un poids qui est de moins en moins gros
dans le chiffre d'affaires de Google. Pourquoi? Parce que Google, entre-temps, a diversifié son chiffre d'affaires via YouTube, via le cloud, via plein d'éléments. Et donc, moi, quand je regarde Google aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une entreprise qui est autrement plus diversifiée qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Et en plus de ça, il y a pas de dette, il y a plein de cash, etc. Ils sont premiers dans plein de domaines de pointe, l'IA, dans la robotique, Quand est-ce la qu'ils mécanique vont quantique, que nous sais-je. parrainer? Quand est-ce qu'ils vont sponsoriser le régime des actifs? C'est fou quand même. J'aimerais bien de juteux stock options de chez Google. Mm. Mais oui, donc il y a effectivement le fait que vous pouvez avoir raison sur un dossier et ça va quand même baisser, mais moi je pense que si vous avez raison et que vous avez confiance et que ça baisse, c'est le moment de renforcer, hein, tout simplement. Mhm. Mais bon, pas de conseil en investissement. Voilà, Alors, pas de conseil en investissement. Pour faire suite quand même à cette question, il y a aussi la question de quelles ressources utiliser pour apprendre l'analyse fondamentale. Donc on vous disait, alors bien sûr, notre vidéo et le livre dont on vous avait parlé, donc The Intelligent Quality Investor. Allez sur Zone Bourse et Yahoo Finance pour trouver les données fondamentales, mais aussi allez directement sur les sites des entreprises, dans la section Relations investisseurs ou Investor Relations, dans laquelle vous pourrez trouver les résultats annuels et les résultats trimestriels. Et si vous regardez des entreprises américaines, ce qui va être très bien, c'est que vous aurez la présentation de la boîte et vous aurez aussi le rapport qu'elle doit donner à la SEC, donc qui est l'autorité des marchés financiers américains. Et là-dedans, vous allez trouver des sections très intéressantes. Donc vous allez trouver des données fondamentales brutes, mais vous allez aussi trouver des sections sur la forward guidance, donc les perspectives pour l'avenir du point de vue de l'entreprise, ou même les risques qu'ils voient sur leur propre business. Et donc c'est assez intéressant d'avoir à la fois leur propre narratif, leur propre storytelling que vous trouvez dans leur propre présentation, et les informations un peu plus structurées, un peu plus contraignantes qu'il y a sur le site de la SEC. Très bien, on peut passer donc à la prochaine question. Je te propose que nous restions dans le pseudo-investissement en répondant à une question qui était de savoir ce que nous pensions de Polymarket. Ah mais Polymarket, c'est incroyable. Hein. Alors Polymarket, ouais, mais tiens, je te laisse présenter le principe. Alors tu me corrigeras parce que j'ai moins à étudier Polymarket que toi, mais c'est donc ce site qui est certainement hébergé ailleurs qu'en France parce qu'en France c'est illégal, mais qui permet de parier sur des événements. J'ai cru comprendre grâce à des smart contracts, mais tu me corrigeras si je me trompe. Et ce sont des événements du quotidien, des événements politiques ou je sais pas, météorologiques, des événements astro. Donc, par exemple, est-ce que Emmanuel Macron démissionnera en 2025? Vous pouvez parier à la baisse ou à la hausse avec une cote, comme si vous aviez parié sur la victoire du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Et voilà, et tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a... Déjà, est-ce que j'ai dit bon ou y a-t-il des choses à ajouter? Alors oui, c'est bien le principe. C'est un site qui permet de faire des paris en ligne sur des sujets donnés. Et alors, le site n'est pas interdit en France, c'est juste qu'on n'a pas le droit de parier dessus. Donc le site est parfaitement accessible. Vous pouvez aller sur Polymarket et vous allez trouver tous les sujets du moment. C'est juste que vous n'aurez pas le droit, à moins de passer par un VPN, de mettre quelques deniers, de mettre quelques stablecoins pour acheter un jeton pour parier sur le retour de Jésus-Christ ou la paix en Ukraine. Si vous étiez abonné au canal Telegram du régime des actifs, vous auriez vu le commentaire d'un de nos abonnés qui nous a envoyé la capture d'écran d'un des paris de Polymarket qui était de savoir est-ce que Jésus reviendra en 2025 et alors je cite en disant voici un investissement sans risque. Et parce que même si Jésus revient, votre argent sera obsolète car ce sera la fin des temps. Et moi j'ai envie de répondre à cet abonné
que c'est un pari 100% perdant. C'est un pari 100% perdant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous devez bloquer vos fonds 1 an sur ce pari, vu que c'est sur l'année 2025, ça peut être du 1er janvier au 31 décembre 2025, que la cote est minime, donc je sais pas, elle est à moins de... Enfin, elle est à 0,01%, non, un truc comme ça. Non, elle est à 3%. Ah, elle est à 3%. Oui, aujourd'hui, je l'ai regardé, elle est à 3%, et d'ailleurs, elle est à 3%, sachant qu'à côté, t'as un sondage, est-ce que Trump va réussir à ramener la paix en Ukraine en mars 2025, qui a une cote à 1%, donc on pense que c'est plus possible d'avoir Jésus qui revienne que d'avoir la paix en Ukraine. D'accord, mais alors, donc si je mets 100 € dessus et que je gagne, j'aurai 103 €. Mais ça dépend de ce qu'il y a sur la cote, ça je saurais pas te dire exactement, mais oui, ça a l'air d'être ça. Alors, imaginons que ça soit 3%, il faut donc battre l'inflation, et il faut battre les frais de ce machin, parce que j'imagine qu'il y a des gros frais. Donc est-ce que c'est si rentable que ça, et faudrait-il mieux pas mettre son argent sur le livret A? Et ensuite, j'ai envie de te dire, si Jésus revient, bah vous serez perdant parce que vous aurez misé sur son non-retour. Et donc, doublement pécheur, jeu d'argent plus pas de foi. Donc, oui, attention, hein. L'espérance, c'est important. Hein. Ça fait partie des grandes vertus théologales. Hein. La foi, l'espérance et la charité, hein, s'il vous plaît. Alors moi, concernant Polymarket, je vais adopter un registre un peu différent du tien, qui n'est pas le registre de savoir si c'est rentable, mais de savoir si c'est utile. Et je pense que Polymarket est un outil intéressant, parce que en faisant de la vérité un enjeu d'argent, eh bien ça pousse les gens à être beaucoup plus rationnels, et à chercher pour de vrai la vérité, et en fait faire d'un enjeu de société quelconque, comme d'une élection par exemple, un pari, ça permet du coup d'avoir des sondages qui reflètent à mon sens bien la probabilité que l'événement se réalise ou non. Et d'ailleurs, tout le monde avait souligné au moment de l'élection de Donald Trump à quel point Polymarket avait été un outil très pertinent pour prédire sa victoire. Et je pense que c'est un outil qu'on va regarder de plus en plus pour se faire une idée du consensus sur le score d'une élection donnée, ou je sais pas, sur des futurs niveaux de croissance ou d'inflation, ou que sais-je. Et alors le deuxième point, c'est une fois qu'on a dit que cet outil est potentiellement très intéressant pour connaître la vérité, faut garder quand même en tête que le risque à un moment, c'est que les gens changent la réalité pour pouvoir gagner ou perdre. Tu sais pas, tu pourrais envisager que t'es un mec qui je sais pas, qui aurait par exemple misé sur Kamala et qui paye Trump pour qu'il perde et pour que Kamala gagne et pour qu'il empoche une grosse somme. Donc ça, c'est la première chose. Mais alors il y a pour moi il y a quelque chose qui est très bien, c'est que dans les événements qui peuvent être très clivants comme des élections, eh bien je pense que miser sur l'événement qu'on désire le moins est sans doute une façon de dédramatiser ces événements. Pourquoi ? Parce que imaginons que je sois, je sais pas, un jeune actif qui aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui se retrouve en finale de l'élection présidentielle face à, je sais pas, un candidat presque aussi charismatique qu'est Xavier Bertrand. Sauf que moi je déteste Xavier Bertrand. Mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais miser un billet sur Xavier Bertrand, comme ça si Mélenchon gagne, mais je suis content parce que le bolchevisme arrivera à la tête de la France. Bon, j'aurais peut-être perdu 100 €, mais c'est pas grave, parce qu'après tout, l'utopie, c'est le plus important. Et si Mélenchon perd, ben je vais gagner un billet, ça compensera ma tristesse d'avoir vu mon gourou perdre. Donc voilà, moi je vous conseille
si vous êtes un peu trop investi émotionnellement, de miser sur l'issue qui vous plairait le moins. Comme ça, si elle arrive, au moins vous serez pas trop triste. Je pense que dans ton scénario, il y a vraiment aucune issue où tu es gagnant. Mais en revanche, la question que je me pose, c'est comment ça marche d'un point de vue de la vérification des informations. Est-ce que tout le monde peut créer un événement ? J'imagine que oui, si on a le retour de Jésus en 2025. Et qui appuie sur le bouton à la fin de l'année pour dire « Ah, Jésus n'est pas revenu » ou « Ah, Jésus est revenu ». Alors je sais pas comment ça fonctionne exactement techniquement derrière, mais je pense ils doivent utiliser une technologie de validation comme Chainlink, où tu dois avoir un consensus avec des gens qui votent sur ce qui s'est passé ou non. Et si on se rend compte que le consensus validé va à l'encontre de la réalité, tous les validateurs vont perdre de l'argent qu'ils ont stacké. Je pense que c'est un truc comme ça. Donc sur Ethereum, c'est souvent le Chainlink qui est utilisé pour faire ça, mais je sais pas ce qui a été implémenté derrière. D'accord. Bon, alors je me présenterai à l'élection municipale 2026 et je créerai un événement. Maurice gagne l'élection et je ne vous dirai pas sur quoi je parierai mon argent. Manipulation de marché. Alors, on a fait le tour de Polymarket. Alors maintenant, on a une autre question qui est une question de Maurice du Jambon, qui est le franc suisse versus l'euro. Oui, j'ai posé la question de savoir s'il était intéressant de transformer ces liquidités, notamment en euros, en francs suisses, pour conserver, conserver de la valeur ou gagner de la valeur sur ce change. Alors moi, je vais te répondre que je n'en ai pas la moindre idée, tout simplement parce que les monnaies, je trouve que c'est très compliqué. Et c'est assez compliqué parce que on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que vont faire les banques centrales, et très souvent une monnaie qui peut se dévaluer ou s'apprécier va être compensée par un taux. Donc, par exemple, une monnaie qui se dévalue va être à un taux d'intérêt. Donc si le taux de change baisse, en général le taux d'intérêt monte, et inversement. Et si tu regardes le franc suisse aujourd'hui, des obligations à court terme, donc ce qu'on appelle vulgairement le cash, va très peu te rémunérer, moins que l'euro. Et je sais pas, une monnaie de merde comme le yuan chinois, qui a pas un taux de change avantageux, va t'offrir un juteux taux d'intérêt. Donc très honnêtement, moi je suis pas très fan d'investir dans les monnaies. Je pense que ce qu'il faut faire, à la limite, si on est intéressé par ce genre de spéculation, c'est investir dans les obligations, mais investir dans les obligations, c'est avoir une certaine idée de ce que vont faire les taux d'intérêt. Et encore une fois, moi je trouve que c'est pas un exercice facile. Oui, ce n'est pas un exercice facile, comme tu l'as dit. Il faut voir Charles Gave. Oui, c'est lui qui conseille de prendre des francs suisses. Je crois, en plus du yen. À vérifier. Mais est-ce que faudra que je regarde, mais en termes de masse monétaire, il y a sûrement plus d'euros que de francs suisses, non ? Ah oui, il y a beaucoup plus d'euros que de francs suisses. Mais en même temps, l'euro, ça doit être la deuxième ou troisième monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux. Donc bon. Oui, non, mais l'euro aussi, c'est, tu vois quoi qu'on dit, c'est une monnaie qui a un statut de réserve de valeur, alors qui est pas aussi prononcé que le dollar, mais c'est une monnaie qui est très qualitative dans le sens où pour quelqu'un qui la possède, il subit pas trop l'inflation et il est sûr de pouvoir l'utiliser à beaucoup d'endroits. Très bien. Alors, on peut donc enchaîner. Petite question alors, et la question on avait une question qui était de savoir ce qu'on en pension d'IKEA, mais le temps tourne, alors je propose qu'on la suicide. Ah non, IKEA, ça c'est très important. Moi je pense qu'on peut répondre succinctement. IKEA, c'est une entreprise qui est très pratique parce qu'elle nous permet d'acheter du mobilier qui est pas cher. Après, il faut avoir conscience que le mobilier que vous achetez chez IKEA,
C'est voilà, c'est du bois aggloméré, c'est pas forcément les trucs les plus quali. Oui, c'est du bois et du plastique. C'est du bois et du plastique. Si vous ne savez pas monter un meuble Ikea, je pense qu'il y a des questions à se poser quand même, parce que je trouve que les notices sont quand même assez claires sur ce qu'il faut faire. Mais si vous ne voulez pas monter un meuble, et si vous voulez des meubles qui tiennent mieux, et qui soient peut-être plus beaux, mais pour des prix équivalents, il faut se tourner vers l'occasion. Et alors là, je salue notre ancien invité Alex, qui est particulièrement fan du fait d'acheter des gros meubles sur le Bon Coin qu'il arrive à avoir pour une bouchée de pain. Et donc ça peut être une bonne alternative à Ikea. Mais après, sinon, à titre personnel, moi j'apprécie Ikea parce que c'est pas cher et que c'est très pratique. Alors moi, j'ai pas d'avis tranché. Il y a des choses que j'aime bien chez Ikea, notamment récemment, ils ont fait des collections que je trouvais plus belles que le classique Ikea, mais qui est aussi plus cher. Et en revanche, je vais citer ma copine à qui j'ai lu les questions de la FAQ et qui m'a dit de vous dire qu'Ikea c'était de la merde et qu'il fallait acheter ces meubles aux enchères ou sur le Bon Coin ou chez des antiquaires. Je ne fais que rapporter ces dires. Et je me demande si elle est un peu biaisée sur la question. Hein. Un peu. Alors, je te propose de passer à la question suivante, qui est frauder le fisc, optimiser ses impôts. Comment on fait ? Ah, moi, alors, est-ce que c'est moi qui ai posé cette question ? Non, je suis pas sûr. Mais alors, je crois que c'est Space Goupil, mais je suis pas sûr. Ah oui, bon, on le salue, on lui tape la bise. C'est une bonne question. Et moi, j'ai une bonne réponse à vous donner. C'est aller regarder les statistiques relatives aux contrôles fiscaux. Et vous verrez qu'elles sont quand même assez intéressantes. Parce que les probabilités d'avoir un contrôle fiscal sont faibles, et les probabilités d'être condamné à l'issue d'un contrôle fiscal sont encore plus faibles. Et j'ai fait par le passé un stage dans un cabinet d'avocats. C'était un cabinet qui était spécialisé dans le droit social. Vous me direz, mais quel rapport avec la fiscalité ? Ça gérait également tout ce qui concernait l'URSSAF et le paiement de taxes liées au travail, ce genre de choses. Et ils arrivaient à gagner un truc comme 80% de leur procès, tout simplement parce que l'URSSAF était nul à chier en termes de recouvrement de dettes et surtout de respect des procédures, des délais et tout, parce que l'État est son propre ennemi en fait. À force de pondre des lois, il se prend les pieds dans le tapis, il n'arrive pas à respecter ses propres lois. Et donc, souvent, les procédures tombaient et l'employeur un peu scrupuleux qui avait arrondi ses comptes ressortait avec gagnant, avec la plus-value. Et aujourd'hui, dans une France qui, comme vous le savez, est championne du monde des impôts, de la taxation et autres joyeusetés, je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre aux fraudeurs. Voilà. On dit souvent, regardez, la fraude fiscale représente X milliards. Souvent, c'est sur les plateaux télé, voilà, on parle de fraude sociale. Et ensuite, on parle de fraude fiscale. Et ceux qui ont d'abord accusé la fraude sociale se voient opposer l'argument de la fraude fiscale par leurs opposants, souvent à gauche. Moi, j'ai envie de dire, il est infiniment plus méprisable de frauder les aides sociales que de frauder fiscalement. Pourquoi ? Parce que vu le taux d'imposition, il est normal que les gens essayent de fuir et de ne pas se faire racketter. Là où au contraire, quand on fraude les aides sociales, c'est l'argent de tout le monde que l'on vole. Et ça, c'est particulièrement dégueulasse. D'où le fait que je pense qu'il faille vilipender ceux qui critiquent la fraude fiscale. Bon, alors moi je vais quand même rappeler que j'adore le trésor public, que je condamne très fermement toute fraude que ce soit, car il ne faut pas flouer le trésor public que nous aimons, et que malgré tout il faut aussi se poser la question, cher trésor public, du niveau des impôts. Parce que en fait aujourd'hui on a des impôts qui sont tellement forts que
ça incite certains à frauder. Et peut-être que en baissant les impôts, il y aurait moins d'incitation à la fraude. Enfin, je laisse cette porte ouverte. Et deuxième chose que j'aimerais dire, c'est concerne l'optimisation fiscale. Alors, la fraude, c'est une chose. Vous fraudez ou vous fraudez pas, vous faites gauler, vous faites pas gauler. L'optimisation, c'en est une autre. L'optimisation, c'est comment est-ce que je fais pour gérer mes richesses de telle sorte que je paye le moins d'impôts possible en restant un peu dans les clous de la légalité. Et alors, pour faire de l'optimisation fiscale, souvent, il faut voir avec des gens qui s'y connaissent un montage. Et très honnêtement, je sais pas si ça apporte de la plus-value quand on a un petit monsieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on a une grosse entreprise, l'optimisation fiscale, ça permet de gagner beaucoup d'argent, en tout cas de pas se le faire voler. Moi, la seule chose que je peux dire à mes chers actifs, c'est que moi qui suis pourtant un fervent défenseur des dividendes, je tiens à vous dire que lorsque vous avez un ETF capitalisant et un ETF distribuant, l'ETF distribuant va vous donner des dividendes, et ces dividendes, si ils sont sur un PEA, ne seront pas soumis aux impôts. Mais par contre, s'ils sont sur un compte titre, ils vont être soumis à des impôts. Et donc tout cet argent que vous mettez sur un ETF distribuant plutôt que capitalisant, c'est de l'argent qui va aller dans les poches de l'État, et donc dans les poches de fonctionnaires qui vont être en mesure d'enquêter sur vous et de voir si vous êtes en train de frauder ou pas. Donc réfléchissez bien avant de mettre votre argent sur un ETF distribuant. On devrait faire un jingle louange au trésor public. Louange, on vous aime, hein, voilà. Oui, j'étais évidemment dans une démarche d'amour, hein, je tiens à le préciser. Non, nous on n'aime pas du tout la fraude. Hein. Non, la fraude, c'est très mal. Alors, en plus, voilà, tu vois, il y a tellement de choses qui permettent de frauder. Le fait qu'il y a plein de choses, je sais pas, l'URSSAF quand t'es en micro-entreprise où le chiffre d'affaires est déclaratif. Je sais pas, les cryptos où tes plus-values seront déclaratifs. Enfin, c'est très mal la fraude, très très mal. Voilà, la piscine aussi qui est déclarative. Mais bon, là, tu peux te faire gauler par les satellites, les images satellites. Sauf si tu mets les rayures cassantes au fond de la piscine. Et si tu mets un pigment rouge dans ton eau pour qu'elle ne soit plus bleue mais rouge. Là, je peux te garantir que le satellite, il va pas comprendre. Le prix à payer, c'est de se baigner dans une mare de sang, mais... Alors, on est presque au bout des questions. Alors il y a 3 questions qui sont pas forcément évidentes. Bon, il y en a une qui est assez rapide. Tous les actifs se valent-ils? Tous les actifs se valent-ils? Alors ça c'est la question par actif. Actif financier ou actif travailleur? Je pense que dans le contexte c'était travailleur et du coup savoir bon, est-ce que je sais pas, un chômeur, un fonctionnaire, un salarié, un entrepreneur, ça vaut la même chose? Déjà on parle que d'actifs. Un chômeur par définition on le sort de la catégorie. Non, pour moi c'est un actif qui prend une pause. C'est un actif qui s'ignore. C'est un actif qui prend la pause. Pour moi, c'est pas pareil d'être un chômeur et d'être au RSA, parce que quand t'es un chômeur, tu as bossé. C'est juste que t'as besoin de souffler un peu. Oui, mais pour répondre à la question, je pense qu'on doit quand même sortir le chômeur. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, tous les actifs ne se valent pas. Donc, tu mets le chômeur en bas de l'échelle. J'ai pas dit qu'il était en bas de l'échelle. J'ai dit qu'il fallait sortir. C'est ce que tu fais de facto. Non, je ne le fais pas, je ne le traite pas. Je le sors du raisonnement. Non, c'est plus intéressant de savoir si tous les travailleurs se valent. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait poser la question. Est-ce que tous les travailleurs se valent? C'est plus intéressant. Et pour répondre à la question, il faut savoir de quelle valeur parle-t-on? Est-ce que c'est une valeur à l'échelle de la société? Parce qu'à l'échelle individuelle, j'ai envie de dire oui et non. Si un travailleur gagne 200 000 euros par an et un autre en gagne 30 000 mais est très heureux avec ces 30 000 parce qu'il fait
un métier passion ou autre, bah oui, ça se vaut. Enfin, peut-être même que celui qui aime son travail dira qu'il prime sur celui des 200 000, mais en fait, on va pas les évaluer de la même façon, ça sera pas le même critère. D'où le fait que je pose la question de savoir sur quels critères on évalue la valeur des actifs. Bon, franchement, pour moi, c'est un peu subjectif. Enfin, c'est extrêmement subjectif. Moi, ce que je pourrais dire, c'est juste que l'entrepreneur prend beaucoup plus de risques que le salarié ou le fonctionnaire. Là où le salarié et le fonctionnaire vont échanger leur temps contre de l'argent, l'entrepreneur, il met pas juste son temps en jeu, il met aussi ses propres thunes. Et c'est aussi pour ça que il y a quelques entrepreneurs, je sais pas, 1 sur 10 ou 1 sur 20 qui vont gagner leur vie mieux que le salarié. Donc moi je salue l'esprit de détermination et de prise de risque de l'entrepreneur. Après, est-ce que ça dit quelque chose de la qualité humaine des gens? Ça je ne sais pas. Il y a des fonctionnaires qui sont dévoués, il y a des salariés qui sont très pertinents et qu'on est content d'avoir comme salariés et qui feraient un meilleur job de salarié que d'entrepreneur. Donc moi je pense que dès lors que tu travailles et que tu payes des impôts, moi je considère que t'es dans la team et je t'aime pour ça. Tu payes pas d'impôts? Alors si t'as optimisé pour ne pas payer d'impôts, je t'aime encore plus et j'attends que tu partages tes astuces au régime des actifs. Est-ce que l'être humain à l'état naturel, est-ce qu'il n'est pas purement entrepreneur? Je suis pas purement entrepreneur. Est-ce que la tribu de Papouasie dans la jungle n'est pas en perpétuel entrepreneuriat? Oui, bon, ça c'est de l'entrepreneuriat dans la saucisse de chair humaine, mais oui. Moi je t'avoue que je respecte pas trop ces trucs-là. Les mecs qui passent leur journée au soleil, ils savent pas faire des PowerPoint. Non. Faut à minima savoir faire un PowerPoint. Ils ne savent pas leverager les KE. Ils savent pas leverager les KE. S'ils savaient leverager les KE, ça fait longtemps qu'ils seraient plus tout nus en train de manger de la chair humaine dans les îles des mers du Sud. Les noix de coco et la chair de pangolin, mais pas les KE, et ça c'est impardonnable. C'est terrible. Alors je te propose de passer à la question suivante qui est: que penser du réchauffement climatique? On n'y a pas déjà répondu dans un épisode? Ouais, c'était lequel? Non, nous on n'a pas vraiment parlé du réchauffement climatique, mais on a parlé de transition énergétique. C'était pareil. Ouais, trucs comme ça, bon. Que penser du réchauffement climatique? Moi j'en pense que dalle, parce que j'en pense que dalle dans le sens où je ne le nie pas, mais je ne le dramatise pas non plus. Et je pense qu'on s'en sortira très bien, quoi qu'il advienne. Je ne pense pas qu'on mourra tous de chaud dans 10 ans. Les étés sont chauds, les hivers sont froids. Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui vivent à Dubaï au milieu d'un désert, comme il y a des gens qui vivent à Reykjavik sur des glaciers. Il y a des gens qui vivent en Franche-Comté et d'autres à Paris, donc où il n'y a pas d'arbres. Donc voilà, je n'en pense pas grand-chose. Juste laissez-moi vivre et arrêtez de me taxer pour faire baisser la température en augmentant le prix des billets d'avion. Oui, bon, moi je pense sensiblement la même chose. La température qui monte ou qui baisse, soit. De toute façon, l'être humain s'adapte et plus il est riche, mieux il est en mesure de s'adapter à ces changements. Après, ça veut pas. Le réchauffement climatique ne représente pas toutes les problématiques liées à l'écologie. Il y a plein de problématiques. Il y a la pollution, il y a la question énergétique. La question énergétique est une question qui est très intéressante et qui est très importante. Mais bon, je dois avouer que pour moi le sujet de la température et du climat, c'est un sujet qui m'intéresse moins que, je sais pas, l'énergie ou la pollution. Et bon, par contre, s'il pouvait faire un peu plus chaud et un peu plus beau,
qu'on ait plus de pluie comme tout ce qu'on s'est tapé en 2024, ça serait quand même sympa. Et surtout, moi, je vais m'acheter une maison dans le Finistère, sur le bord de plage, et dans 10 ans, j'aurai des cocotiers, et une eau turquoise et du sable fin de janvier à décembre. Ça sera génial. Ah mais la Bretagne, c'est les noix de coco. Hein. Ça, je l'ai toujours dit. Ce sera la nouvelle Côte d'Azur. Très bien. Sur ce, on peut aller sur la dernière question, qui est une question beaucoup plus grave, et donc qui sera la question qui nous permettra de clôturer notre foire aux questions, qui est comment se remettre d'une rupture. Ah, t'es-tu déjà remis d'une rupture? Ah, mais tu sais, il y en a eu de nombreuses, des centaines même. Des centaines. Ah bah oui. Hein. De tout type. Ah, mais dernièrement, ça a été avec Kering. Ah ouais. Ah, douloureuse. Est-ce que tu t'en es vraiment remis? Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Là, je suis encore un peu au stade de la colère. Tu pourras déception. te réconforter dans le fait que ça a continué de baisser ensuite. Donc, Oui, il fallait rompre. Et bon, Kering de perdu, Hubert de retrouvé, hein, comme on dit. Bon, alors, répondons franchement à la question, parce que c'est une question Bon, importante. sachant que c'est une question qui a été posée par un mec, hein, c'est pas... Oui, forcément. De toute façon, on sait qui écoute le régime des actifs. Hein. Comment se remettre? C'est simple. C'est très simple. Faire du sport, aller voir d'autres gourgandines et se dire que ça arrive et que c'est toujours arrivé et qu'il y en aura d'autres. Oui, bah moi je suis parfaitement d'accord. Maurice invente le fil à couper le beurre, invente l'eau tiède Non, avec mais- cette réponse. Non mais oui, c'est pourtant, vrai, c'est la réponse la plus simple. c'est vrai et c'est pas ce que les hommes veulent entendre quand ils sont dans cette situation. Oui, voilà, Déjà accepter que pour tous les mecs c'est comme ça et que c'est pas facile. Et ce qui permet de se sentir mieux, c'est tout simplement de faire des choses qui permettent d'avoir confiance en soi. Et donc le sport, l'activité physique, c'est très bien. Et pas hésiter à aller voir d'autres filles, hein, tout simplement parce que quand on Et reprend peut-être, confiance ouais. en soi, qu'on se sent respecté ou aimé, il y a La réponse un peu plus voilà, tout va bien. ésotérique que je pourrais donner, c'est de transformer la tristesse en rage et transformer cette rage en quelque chose de productif. J'ai cru que t'allais dire en merde. Ça aurait pu être pire. Non, plutôt que d'être triste, se morfondre dans son malheur, vaut mieux avoir la niaque et transformer cette niaque en... Quitte à partir sur un mauvais sentiment de vengeance, tu vas se dire, je vais être la meilleure version de moi-même pour me venger, nanana. À la rigueur, ça, je peux l'approuver, parce que ça mènera à un dépassement de soi et à quelque chose de meilleur. Alors, faut pas que ce soit une vengeance attaque à l'acide, hein, s'il vous plaît. Non, pas de ça. Non, moi je pense que Mais- juste essayer de s'améliorer de plusieurs façons. Donc le sport c'est très bien, le sport ça permet de défouler son Voilà. énergie. Regarde, Cortés le Gitan, qui est venu sur l'émission, se plaint tout le temps de gourgandines qui ne veulent pas de lui. C'est pas des ruptures, mais c'est tout comme. Moi, si j'étais Cortés le Gitan, je foncerais à la salle de sport parce que un peu maigrichon et gringalet. Je mettrais un peu de masse musculaire sur le dos pour prendre de l'assurance. Il ressemblait à Joe Lopez. Je finirai de peaufiner mon CV pour postuler à la première offre d'emploi que je vois à ne plus être au chômage. Et je referai ma garde-robe pour attirer tel un paon toutes les poules de la basse-cour. Oui, donc je suis d'accord, mais donc faire du sport pour se sentir bien dans son corps, pour se défouler, parce qu'en tant qu'homme, on a besoin de se défouler. L'activité physique nous fait du bien. Pensez à prendre le soleil, à sortir. On est mieux comme ça que en train de végéter chez soi devant
je sais pas, devant des vidéos. Euh, Voir des amis. et oui, voir des amis c'est bien. Après, bon, on sait comment sont les mecs, hein. Ils seront peut-être un peu moins à l'écoute que les copines des demoiselles. C'est pas forcément vrai. Mais oui, C'est pas forcément vrai. aller voir les potes et aussi faire des choses qui permettent de remonter l'estime de soi et on remonte l'estime de soi en se rendant meilleur et donc ça peut être aussi en cultivant des passions et Ouais. aussi aller voir d'autres filles. Ouais, et surtout, oui, tourner la page en fait. Parce que quand Voilà. on tourne pas la page, on ne peut pas guérir. Oui, ça se fait, bon, c'est pas facile, hein, ça se fait pas en claquement de doigts, mais voilà. Évidemment. Eh bien, nous avons fait le tour. Et oui, nous avons fait le tour et donc la prochaine foire aux questions, je pense que ça sera Ouais, la prochaine dans saison, longtemps, dans la prochaine saison, on posera les On est à questions quel et ça sera épisode tourné la saison encore après. On est à quel épisode, mon cher Robert? Alors là, je sais pas, on est peut-être à l'épisode 9. Attends, 9? peut-être l'épisode 9, ouais. D'accord. Bon, si on s'en tient à la règle des 10 épisodes par saison, il faudra qu'on arbitre sur la fin. Ouais, bon, sinon on fait des saisons plus longues, c'est pas grave. Ah, mais j'aime le côté... Bon, c'est peut-être des manies que j'aime, mais j'aime le côté rond de la chose. Mais on pourra peut-être faire un grimoire à deux. Un grimoire à deux, ça Attention. pourrait être rigolo. Ah, ou un kiosque, j'ai quelques idées Ou pour un ça. kiosque, ouais. Un kiosque, ça peut être marrant. Bon, Mais sur ce... Ah, pardon. En fait, moi j'ai tout un tas de bouquins dont j'aimerais parler au régime des actifs. D'ailleurs, il y a le dernier bouquin que nous avait envoyé Moss des émissions, Ah, moi, il m'a des pas éditions Carnot. envoyé. Si, je t'ai envoyé par mail. Ah, J'ai raté ton mail. Il était sur. Ouais, je l'avais envoyé sur le mail du régime des actifs. Et j'avais acheté aussi le livre, qui est un très beau livre. Et donc je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc je sais pas si on fera une émission dessus, émission à deux, ou un simple kiosque. Bon, on verra. Enfin, Voilà, sur ce, je pense qu'il est bien assez tard et que nous devrions conclure cette foire aux questions, mon cher Boris. Concluons en martelant que si le passé c'est bien, L'avenir, c'est vraiment, mais alors, c'est vraiment mieux. allez, gros bisous. Gros bisous.